Dans le cadre de la deuxième fête des Amériques du 18 au 25 mars 2025, organisée par l'Institut pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques à Toulouse, l'IPEAT, la librairie Ombre Blanche accueillait jeudi 20 mars la 11e rencontre America avec le sociologue et historien des idées politiques Christian Laval, auteur de nombreux ouvrages avec notamment Pierre Dardot. Il y présentait à cette occasion son premier roman publié chez Champvallon, intitulé Marx en Amérique, en présence de Franck Gaudichaud, historien et politiste spécialiste du Chili et des mouvements sociaux, et d'Emmanuelle Pérez-Tisserand, maîtresse de conférences à l'université Toulouse-Jean Jaurès, spécialiste de la Californie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et tous. Donc, merci à vous d'être ici. Une petite note pour présenter dans quel cadre s'effectue donc cette présentation du livre roman de Christian Laval. Donc, nous, l'IPEAT, donc l'Institut d'études pluridisciplinaires sur les Amériques à Toulouse, organisons une fête des Amériques. Donc, qui a commencé le 18, qui continue jusqu'au 25, notamment en collaboration donc, avec Ombre Blanche, Ciné Latino, l'Université Toulouse-Jean Jaurès et d'autres institutions. Donc c'est dans ce cadre qu'on était heureux d'accueillir Christian Laval. Je peux vous dire tout de suite aussi que demain, il y aura une autre présentation, ici même, à la même heure, autour de l'Amazonie notamment. Et vous trouverez toutes les infos donc, dans le programme qui est disponible à la fin, là derrière, dans la salle. Donc, ici ce soir, il y a avec moi, donc moi je suis Franck Gaudichaud, historien, membre de l'IPEAT, je travaille sur l'Amérique latine. Emmanuelle Pérez-Tisserand, qui est aussi historienne de l'université Toulouse 2, qui travaille justement à la frontière, mais pour en parler mieux que moi, entre le Mexique et les États-Unis. Et bien évidemment, Christian Laval, sociologue, et qui est l'auteur, alors qui est un auteur assez prolifique, notamment avec Pierre Dardot, c'est son prénom. Vous connaissez peut-être leurs ouvrages sur le néolibéralisme, les communs. Ils viennent juste de sortir un très gros volume, encore un très gros volume, sur la cosmopolitique et les questions internationales qui étaient présentées hier d'ailleurs. Et par contre, c'est son premier roman, Marx en Amérique. Et donc, on était tous et toutes très curieux, c'est ça, de savoir comment passer de la sociologie critique, de la philosophie critique, de la déconstruction du néolibéralisme, de la réflexion sur les communs à un roman sur Marx, même si là aussi, vous le savez peut-être, c'est pas la première fois que Christian Laval, notamment avec son co-écrivain préféré, Pierre Dardot, écrit sur Marx. Ils avaient sorti notamment là aussi un très gros volume qui s'appelait nom Karl, prénom... non, l'inverse. Nom Marx, prénom... Marx, prénom Karl. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais y arriver. Là, on est dans un tout autre registre. Et donc, on voulait faire un échange autour de ce roman, de cette uchronie, de cette fiction, mais qui, quand même, s'appuie sur un ensemble d'éléments. Le sociologue est toujours là, en fait, hein, dans le roman. Et donc échanger avec Emmanuel, poser des questions à Pierre pour vous faire découvrir... à Christian, pardon. Non, parce que si tu dis Pierre Laval, ça va être... C'est vrai, ça va être problématique. Surtout dans la période qu'on vit. Voilà, c'est ça, je commence. Ouais. Et donc, si tu veux, Emmanuel, commencer avec les premières questions, ou peut-être donner des éléments... présentation du bouquin. Oui, merci beaucoup d'être venu à Toulouse nous parler de ce livre. On a effectivement déjà eu l'occasion d'entendre parler de tes autres gros ouvrages, mais là, voilà, c'est nouveau et c'est
exotique en quelque sorte, puisque alors c'est vrai qu'on n'a pas, enfin tu as dit c'est un roman, mais en fait finalement je ne sais pas si vous avez tous lu la présentation et ce dont il est question, et donc on a parlé d'Uchronie, on peut aussi parler peut-être je sais pas d'histoire contrefactuelle, mais en tout cas dans ce roman on fait comme si Marx n'était pas mort. Et non seulement il n'est pas mort en 1883 en Europe, mais en plus il poursuit une seconde vie qui est assez longue finalement, qui dure assez longtemps et qui lui permet de faire pas mal de choses. Alors non seulement en Amérique, alors vous avez peut-être pensé en voyant le titre à Tintin en Amérique, mais là c'est dans une Amérique tout à fait différente de celle visitée par Tintin, puisque, même s'il peut y avoir une parenté, mais c'est pas la même chose. Mais en tout cas, il passe sa vie non seulement en Amérique, mais pas l'Amérique industrialisée, en voie d'urbanisation, avec les vagues d'immigration européenne de la fin du 19e siècle, mais il retourne aux racines, en quelque sorte, de l'Amérique en allant s'intégrer dans un groupe iroquois, enfin Sénéca plus exactement, pour faire une sorte d'enquête. Et donc, on va développer sur cette enquête et les raisons de cette enquête au cours de nos questions. Mais peut-être d'abord une question d'introduction sur la forme et sur ce qui a été choisi comme mode de développement. Pourquoi, après des années à écrire et à coécrire des essais, des monographies, des ouvrages académiques, un roman, qu'est-ce que ça permet en fait ? Merci. D'abord, merci à vous deux d'avoir m'accueillir et d'avoir préparé ces questions et d'avoir eu envie d'échanger avec un primo-romancier de presque 72 ans, ce dont je suis assez fier, parce que ce qui est raconté dans le livre, c'est-à-dire une transformation d'un personnage que tout le monde connaît, c'est aussi pour moi une façon de me transformer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une mise en abîme en quelque sorte. C'est-à-dire le fait d'écrire tout à fait autrement que ce que j'ai écrit précédemment, des ouvrages savants avec plein de notes de lecture, avec des sources multiples, etc. Ça a été une libération. Et justement, ça raconte aussi une sorte de libération de Marx. Je veux dire, il se libère de l'image qui a été la sienne. Et donc, il y a quelque chose je dirais, de mouvement parallèle. C'est-à-dire, quand on écrit comme ça, on se dit qu'on est en train de devenir quelqu'un d'autre en écrivant de la fiction. Donc, j'ai vraiment découvert ça. Alors ça remonte à loin. J'ai commencé, en fait, à écrire de la fiction sur les bancs du lycée quand je m'ennuyais en cours. Et le premier roman que j'ai écrit, c'était en première, j'ai des souvenirs comme ça, mais ces souvenirs me sont revenus en écrivant. Et j'ai en fait eu le souvenir qu'en classe de première, quand je m'ennuyais dans un certain nombre de cours, j'écrivais des histoires d'Indiens. C'est quand même extraordinaire qu'au bout de 60 ans, je me suis mis à écrire quelque chose qui a à voir avec les Indiens d'Amérique. Donc il y a des espèces d'obsessions comme ça, de pensées obsédantes finalement qui m'ont accompagné. Mais sinon, pour répondre à ta question plus directement, c'est le fait qu'on a aujourd'hui découvert un autre Marx. Enfin, depuis 10 ou 20 ans, en fait, c'est aux États-Unis, c'est en France, c'est en Allemagne, c'est au Japon, avec le développement de ce qu'on appelle l'écosocialisme. On a relu Marx et on a relu plus attentivement un certain nombre d'écrits qui portent sur le rapport qu'il avait avec un certain nombre de chimistes, avec des historiens, avec des ethnologues, et on s'est aperçu que Marx, en fait, avait une autre idée de l'histoire, tout simplement. Une autre idée que celle qu'on lui a attribuée, c'est-à-dire une pensée évolutionniste, déterministe, de développement des forces productives, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce Marx, le vrai Marx, le Marx historique, avait développé des germes, en fait, d'une toute autre pensée politique et une autre pensée de l'histoire qui, justement, permettait de mettre complètement en question le schéma historique qu'on lui attribue. C'est-à-dire l'idée que
le socialisme doit nécessairement venir après le plein développement des forces productives du capitalisme et venir à un moment donné venir tellement heurter les rapports de production, c'est-à-dire les rapports de propriété, que ça conduit nécessairement à la révolution et à l'instauration du socialisme. Voilà ce qu'on lui a attribué et voilà aussi ce que le marxisme a été pendant très, très longtemps. Or, Marx, justement, avait toute autre idée et il l'a pas développée. Il l'a pas développé, il a laissé beaucoup de traces d'une autre pensée. Voilà, c'est cet autre Marx que j'ai pris à mon compte, que j'ai pris en quelque sorte sous mon bras. Et je me suis dit, mais au fond, si on poussait Marx au-delà de lui-même, si on lui donnait un supplément de vie, si on lui donnait, au fond, la force de quitter le cadre dans lequel il était enfermé, qui était aussi le cadre des possibles qu'il avait dessinés, des possibles de l'histoire, si on lui donnait, au fond, la chance, par la fiction, par le détour de la fiction, de le mener plus loin qu'il n'a été, alors on pourrait lui donner, justement, la chance, le bonheur, parce qu'il devient vraiment heureux, là, le bonheur de vivre autre chose, d'avoir une autre vie, et de pousser au plus loin, d'une certaine façon, son autre pensée, c'est-à-dire un rapport différent de la nature et une autre conception de l'histoire qui développe à travers des dialogues, mais aussi à travers le dernier cahier, qui en fait est un blasphème terrible que j'ai commis, c'est-à-dire j'ai pris la plume de Marx et j'ai écrit en fait des cahiers iroquois de Marx, c'est-à-dire ce qu'il aurait pu écrire. J'invente ce qu'il aurait pu écrire à travers son expérience de vie parmi les Indiens iroquois, enfin la tribu des Sénécas, ou plus précisément encore une bande en fait de dissidents, d'insoumis qui refusent l'intégration dans l'Amérique justement que tu as dit, l'Amérique industrielle, l'Amérique des colonisateurs, quoi. Effectivement, donc en fait, le roman, la force du roman, déjà c'est très bien écrit, il y a beaucoup d'humour, on peut découvrir aussi un Marx qui est profondément contradictoire, parce que c'est un Marx qui se libère et en même temps, tu t'évacues pas non plus les tensions, par exemple on pourrait y revenir, le rapport avec sa fille, notamment Eleanor Tulsi, un Marx parfois... qui peut être présenté comme autoritaire, etc., mais qui est surtout là en train de se libérer. Donc c'est une sorte de Marx déconstruit, en fait, qui se libère de tout un tas de choses, notamment cette vision téléologique du progrès, des forces productives. C'est une sorte de Marx décolonial, indianiste, un Marx éco-marxiste, même s'il n'aurait pas été d'accord, je pense, avec cette idée-là. Non, mais il a beaucoup de qualités. Hein, bon. Ah, il a beaucoup de qualités. Et surtout, il découvre beaucoup de choses. Il est très ouvert à se remettre en cause. C'est ça qui est intéressant dans le roman. Il devient adepte du grand esprit, de la réconciliation de l'homme avec la nature. Il comprend que une partie de ce qu'il a écrit avec son ami Engels, Fred, il est plus d'accord avec ce qu'il a pu écrire. Et il faut bien voir, en plus, il y a toute une aventure, parce qu'en fait, il va simuler sa propre mort, parce que évidemment, tout le mouvement ouvrier européen n'aurait pas supporté l'idée que Marx abandonne ce mouvement ouvrier et pour aller dans une communauté iroquoise. Donc il va simuler sa propre mort, s'échapper en informant seulement quelques amis, Engels, sa fille et quelques autres. Et dans ce voyage initiatique, évidemment, en toile de fond, il y a ce que tu disais, il y a toutes les études, on voit bien que résonnent quand même. D'ailleurs, tu les cites en toute fin du roman, sur le dernier Marx. C'est vrai que dans la dernière période, il y a eu beaucoup de publications, Kevin Anderson, sur un Marx plus finalement décolonial que ce qu'on aurait pu croire à travers de sa correspondance, sur les communautés agraires russes, par exemple, sur l'Irlande, y compris donc sur les Iroquois. Mais aussi un Marx plus écolo, les textes de Michael Lowy, par exemple. Donc tout ça résonne. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un roman de A à Z. C'est pas une sorte de sociologie
Non, c'est un roman, et donc ça te permet d'aller très très loin. On pourrait y revenir, y compris des fois, quand Marx devient assassin, on est là, mais non, c'est pas possible. Et donc, sur ce point-là, est-ce que tu pourrais revenir, parce qu'il y a quand même un fil rouge qui est intéressant et qui est vraiment présent dans tout le roman, c'est effectivement les études de Morgan, un ethnologue états-unien, qui avait, lui, effectivement, été vivre dans les communautés iroquoises, qui en avait tiré un livre qui a beaucoup marqué Marx lui-même dans ses notes. Et en fait, on voit un Marx qui dialogue en permanence avec cet ethnologue réellement existant et qui lui permet de faire le pas de cette aventure philosophique, etc. Oui, oui, c'est un livre d'aventure. Je lui fais faire des choses abominables, hein. Donc, faut bien le dire. D'ailleurs, bon, je me demandais comment des marxistes allaient prendre ça. Bon. Oui, ça va. J'ai pas eu le comité central et le bureau politique qui me sont tombés dessus. Bon, le premier article qu'il y a eu sur le bouquin, le premier entretien, c'était dans l'Humanité. Donc voilà, je me suis senti pardonné. Bon, non, c'est un Marx effectivement qui a effectivement toutes les qualités que tu dis, mais il a aussi les qualités toujours de l'homme d'action. Et c'est important de dire que dans le roman, il y a à la fois la pensée qui change et il y a aussi ce désir d'action. Et une action qui est très problématique, c'est-à-dire qui se pose sans arrêt question, mais comment faire face à la colonisation pour résister? Comment on fait quand on est totalement encerclé par une autre civilisation qui enferme dans des réserves des Indiens? Bon, évidemment, ces Indiens-là, ce sont tous ceux qui aujourd'hui dans le monde sont encerclés, sont dépossédés. Voilà, bon, tout le roman fait écho à tous ceux qui aujourd'hui subissent des processus d'élimination historique, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Et comment Marx fait face à ça, lui qui avait vanté l'industrie, le développement des forces productives, comment il fait, lui, aujourd'hui, à ce moment-là, comment il fait dans cette situation-là pour décider de quelle action est légitime ou pas. Donc, il y a sans arrêt ces questions qui se posent avec les Indiens. Bon, mais tu me posais quelques... Sur Morgan. Alors, sur Morgan, alors voilà, bon... là, le vrai Marx, donc, il a commencé à s'intéresser dans les années 60 à toutes sortes de sociétés, des sociétés anciennes, des sociétés contemporaines, mais qui appartiennent, qui relèvent d'une toute autre civilisation. Et au fond, ce qu'il découvre, c'est une sorte d'universalité, d'une propriété collective et d'un tout autre rapport à la nature, avec des formes d'organisation collective. En gros, en fait, c'est un Marx qui découvre ce qu'on appelle aujourd'hui les communs. Voilà, et la généralisation, l'universalisation de ces formes archaïques. Et qu'est-ce qu'il lit? Il lit des ouvrages, entre autres, d'historiens, je l'ai dit, de la propriété commune en Germanie, etc. Bon, il lit aussi donc un certain Morgan. Lewis Henry Morgan, qui est le premier anthropologue, le premier grand anthropologue américain qui s'est passionné pour les Indiens et en particulier les Iroquois. Et Marx, mon personnage historique, en fait, c'est une sorte de double de Morgan. Parce que Morgan meurt en 81, Marx, donc, le personnage arrive en 83, et il va suivre au fond la même démarche que Morgan, c'est-à-dire d'abord un observateur, un anthropologue, avec toutes les contradictions de l'anthropologue. Bon, il a changé de nom, bien sûr, hein, et donc il mène une enquête. Donc il y a toute une partie totalement parodique de l'enquête ethnologique. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis beaucoup inspiré, beaucoup amusé de reprendre en fait beaucoup de choses à Lévi-Strauss, à Descola et à beaucoup d'autres, enfin dans tous leurs récits de contact avec une société, etc. Bon, je reprends plein de clichés. Alors les gens ne le voient pas forcément, mais enfin bon, il y a quand même beaucoup d'éléments parodiques là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il voit en fait chez Morgan et qu'est-ce qu'il retient? Un truc fondamental et une phrase absolument décisive qui est que au fond la révolution
elle doit faire un mouvement vers l'archaïque. Elle peut revenir vers l'archaïque pour le revivifier. En fait, ce qu'il dit à une certaine Vera Zasulich, c'est une populiste russe qui s'adresse à lui. On est autour des années 80-81, justement. Vera Zasulich, donc, elle dit, est-ce que vous, cher Karl, vous êtes d'accord avec les marxistes russes qui disent qu'il faut que la commune russe archaïque disparaisse pour qu'on puisse espérer instaurer le socialisme? C'est ce que les marxistes russes, les Pleranov et autres, disaient à l'époque, contre les populistes. Et Marx, il va faire un truc absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va réécrire 3 ou 4 fois ta réponse à Vera Zasulich, et il va lui répondre en prenant une phrase de Morgan, en recopiant exactement une phrase de Morgan, en disant voilà ce que Morgan dit, c'est pas un révolutionnaire, c'est un type qui travaille pour Washington, etc., etc. Bon, et puis ne prenez pas trop mal l'expression d'archaïque, mais en gros, voilà ce que je pense. Il faut, au fond, on peut espérer une régénération des formes archaïques et une articulation avec des formes plus modernes, scientifiques, techniques, etc., pour instaurer le socialisme. Donc il ne faut surtout pas attendre que les formes archaïques en question, les formes collectives et démocratiques, d'auto-organisation, etc., disparaissent. Il faut au contraire les revivifier. Il reprend l'expression, le terme de Morgan, revival, une régénération, une reviviscence en fait de l'archaïque. Et quand vous voyez des mouvements, bon, c'est exactement ce qui se passe au Chiapas, quoi, ou au Rojava, c'est des mouvements révolutionnaires. Enfin bon, et toute l'Amérique latine finalement montre ça aussi, c'est-à-dire en fond un réinvestissement de ces formes anciennes qui, au fond, ne doit surtout pas disparaître, qu'il faut sauver d'une certaine façon, et qui peuvent être des points d'appui pour la Révolution. Et donc tout le roman, en fait, c'est ça, tu as raison, c'est exactement le fil de l'histoire, et c'est ça qui va l'amener à concevoir donc une autre philosophie de l'histoire, c'est-à-dire que ce qu'on a sous la forme d'une phrase, en fait, je le développe par les dialogues, comme si c'était une nouvelle philosophie. Voilà. Une nouvelle philosophie de l'histoire qui rappelle pas mal de choses de Walter Benjamin, etc. C'est-à-dire que c'est comme si ce Marx-là, c'était quelqu'un qui avait anticipé la crise de la social-démocratie, la crise du progressisme, et comme si, bon voilà, il avait poussé au plus loin cette phrase-là et avait atteint la pensée de benjaminienne, en fait. Bon. Donc c'est un Marx en pleine métamorphose, quoi. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire, au fond, c'est aussi, de façon sous-jacente, une nouvelle généalogie que je propose. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Benjamin a fait une coupure formidable dans ses concepts sur l'histoire. En réalité, on peut aussi le relier à certaines irruptions qu'il y avait déjà chez Marx. Donc, dans le roman, il y a à la fois la fiction, pure fiction, de la pure aventure, et en même temps une fiction philosophique. Voilà, c'est une philosophie-fiction où il y a des dialogues, des fois un peu pointus, mais totalement imaginaires, mais où on voit se développer cette autre philosophie dont je parlais tout à l'heure. Bon, et avec des côtés un peu drôles, parce que tout ça se passe souvent sous l'effet de la boisson. Hein. Parce que, évidemment, c'est la dive bouteille. Parce que là, évidemment, il y a les grands classiques, il y a les Rabelais, et il y a un côté pantagruélique aussi chez mon personnage. Avec Engels, ils n'arrêtent pas de se bourrer à coups de Riesling et de whisky. Bon. C'est comme ça que s'inventent aussi les autres philosophies, quoi. Avec Pierre Nardot. Oui, voilà. Oui, Pierre, oui, il est très porté aussi. Mais il n'est pas là, donc j'espère que bon, il écoutera le podcast.
On reviendra sur cette question des sources, mais en fait, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire sur la continuité, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux fils. Il y a celui dont parlait Franck et sur lequel tu as développé sur développer en fait cette phrase, cette réponse à partir de la phrase de Morgan. Donc, on voit bien qu'il vient en pratique essayer de développer et d'enquêter là-dessus. Donc, ça, c'est un des fils et on pourra revenir dessus tout à l'heure. Mais j'ai l'impression qu'il y a un autre fil aussi qui est quelque part pour toi et enfin qui connaît si bien voilà Marx et ses écrits qui a beaucoup lu, etc. La possibilité finalement qu'il n'a pas eu de répondre à des choses qui sont venues après. En fait, ça t'a permis aussi cette forme roman et le fait de ne pas le faire mourir vraiment, de lui donner, quelque part de le défendre ou en tout cas de lui donner la possibilité de répondre. Et notamment, il y a ces dialogues avec quand il engueule Engels de ce qu'il a écrit en son nom et Engels est désespéré parce qu'il a genre mais j'ai fait ça, j'ai fait ce que j'ai pu, mais t'as vu les notes que tu m'as laissées, etc. Donc il y a des dialogues assez drôles, donc posthumes entre Engels et Marx. Et voilà, je me suis demandé, il y avait cet aspect un peu jouissif et puis pour toi de lui permettre ça en fait en quelque sorte. Oui, alors c'est aussi l'histoire d'une. Il y a beaucoup d'éléments affectifs qui se mêlent à l'élément intellectuel. C'est le rapport avec Engels, c'est-à-dire cette amitié absolument formidable, une amitié intellectuelle, mais plus que ça. C'est-à-dire c'est vraiment une connivence de tous les instants, une pensée ensemble, quoi. Ils pensent ensemble. Et donc ça, c'était un élément important. Et donc, je rappelle aussi des éléments vrais. C'est que quand Marx est mort, le vrai Marx est mort, Engels a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Effectivement, il a toujours dit qu'il travaillait, qu'il faisait un travail d'amour. C'est très fort quand même de dire ça. Quand il utilisait les notes de Marx, etc., bon, il y avait vraiment une communion, quoi, qui continuait au-delà de la mort de Marx. Mais c'est vrai que c'est une façon de filer quelque chose qui est cette phrase qu'il aurait prononcée, certains témoins l'ont dit, Marx a dit ou aurait dit, il y a une chose certaine, c'est que moi, je ne suis pas marxiste. Il le dit à propos de deux personnages, Lafargue, son gendre, et Jules Guesde, qui étaient les responsables du Parti ouvrier, et qui avaient la volonté explicite de faire un parti marxiste. Quand Marx a appris que ces personnages-là voulaient faire un parti marxiste, c'est là qu'il dit, moi, il y a une chose vraiment de sûr, c'est que je ne suis pas marxiste. Et ça, j'ai voulu vraiment que ça soit une des trames du roman. Comment un Marx peut ne pas être marxiste? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être marxiste pour Marx? Et donc, c'est une vraie question. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui ne s'arrête pas. Moi, j'ai repris aussi, bon, je ne le cite pas, mais cette phrase, je ne crois pas qu'on l'ait citée dans notre bouquin avec Pierre sur Marx, mais enfin, la meilleure caractérisation, je trouve, de Marx, c'est celle qu'a donnée Gramsci. Quand il parle, à propos de Marx, d'une intelligence continuellement créatrice et en perpétuel mouvement. Et ça, pour moi, c'est exactement ce Marx-là que j'aime. C'est-à-dire que Marx, il ne s'arrête jamais. Quand Marx a fini, enfin, le livre 1 du Capital, il a cette phrase absolument désespérante pour tous les gens autour de lui. Il dit, bon, ben, maintenant, il faut tout recommencer. Bon, je veux dire, l'idée qu'il fallait tout recommencer après tous les sacrifices qu'il a fait et qu'il a imposé aussi, il faut bien le dire, à toute sa famille, à sa femme, à ses filles, à Engels, etc. Il y avait quand même quelque chose d'assez horrible pour les gens. Mais donc voilà, ça c'est le Marx qui veut toujours recommencer. Et pour moi, le révolutionnaire, enfin chez Marx, pas révolutionnaire, c'est ça, je ne m'arrête jamais. Alors que Engels, justement, lui, ce que je lui attribue à ce pauvre Fred, c'est justement d'être marxiste, c'est-à-dire de penser en termes de parti,
termes de doctrine, en termes de développement de la Seconde Internationale, etc. Bon, il est le gardien de la doctrine et en même temps, voilà, il pioche dans les écrits de Marx, les manuscrits, etc., pour en sortir le livre 2, le livre 3 du Capital, enfin, bon, pour faire tout un travail absolument formidable. Enfin, il a fait ce travail fantastique. Non, là où Marx n'est pas content, c'est quand il a, par sa fille, dans les mains, le livre que Engels a écrit, donc à partir des notes de Morgan sur les Iroquois. Bon, ça a donné l'origine de la famille, de l'État, etc. Bon, et donc Marx tombe sur ce bouquin. Bon, enfin, il tombe. La fille lui amène. Voilà ce qu'a écrit ton copain à partir de tes notes. Et là, il est furieux. Il est furieux parce qu'il dit bon, voilà, c'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. Parce que bon, Engels a quand même une audace absolument terrible. Au début de cet ouvrage, il dit voilà, je suis l'héritier. Enfin, en gros, il s'attribue l'héritage. Marx aurait dû l'écrire. C'est Marx qui aurait dû écrire ça. Mais bon, il est mort, il a disparu. Et donc, je me suis senti vraiment l'héritier. Et, donc, et dans ce texte-là, il dit bon, ben, la commune primitive a fait son temps. Elle doit disparaître. Et là, à ce moment-là, bon. Marx, évidemment, il fumasse, quoi, parce que c'est exactement contre ça qu'il avait pensé. Enfin, bon. Le sociologue Christian Laval, auteur de Marx en Amérique aux éditions Champvallon, lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, jeudi 20 mars 2025. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire dans sa relation conflictuelle avec Fred, avec Engels, il y a vraiment des passages assez savoureux là-dessus. Et en fait, on voit... parce qu'en plus, Engels fait le voyage. Sa fille aussi, ils font tous le voyage donc aux États-Unis. Ils vont retrouver Marx. Ils le retrouvent en plus habillé comme un Iroquois. Il s'est rasé la tête, il a une petite queue, il a plus de barbe, etc. Donc voilà, il s'est complètement transformé, y compris physiquement. Et effectivement, ils ont une relation de plus en plus conflictuelle, d'affrontement et de déception de la part de Engels, qui retrouve plus son Marx, le Marx qui a contribué à construire le mouvement ouvrier, alors qu'en parallèle, en Europe, c'est là-dessus qu'il y a des passages entiers où Engels dit « mais ça y est, on est en train d'y arriver. Ce que tu as semé, on est en train de construire des partis ouvriers, on est en train de construire la lutte des classes en Europe, et toi, tu es dans ta communauté avec 300 Sénécas en train d'essayer de construire le communisme iroquois. Ça ne va pas du tout. » Donc là, il y a vraiment un divorce qui est assez intéressant. Il y a aussi d'ailleurs des moments un peu savoureux sur, et ça c'est véridique, comment Marx a toujours vécu au crochet financier de Engels. Et c'est grâce quand même au financement d'Engels qu'il a pu écrire. Et sa famille d'ailleurs en a beaucoup souffert parce qu'il a vécu souvent dans la misère, dans la maladie, etc. Et cette relation conflictuelle, à un moment donné, il dit mais tu n'as rien compris. En fait, tu n'as rien compris à ta propre pensée, en tout cas à ce que tu as pu écrire par le passé. Ça, c'est assez intéressant. Et à un autre moment, il lui dit « mais tu es devenu fouriériste ». Vous savez, donc Fourier qui défendait l'idée de construire des phalanstères, donc une sorte de communisme déjà là, des cités idéales. Et donc, d'une certaine manière, il y a un peu ça, ce communisme iroquois, ça serait la possibilité pour Marx de dire « mais voilà, on est déjà... il y a la potentialité communiste, elle est déjà là dans ces communautés indiennes dans lesquelles je vis. Et donc ça, pour Engels, c'est une rupture avec cette vision de la construction du communisme à venir. Et moi, en tant que latino-américaniste, j'ai aussi pensé à Mariátegui, en fait. Parce qu'il y a José Carlos Mariátegui, donc le Péruvien, il avait lui aussi réfléchi là-dessus. Il disait... Les communautés autochtones, en fait, c'est la possibilité d'un communisme à reconstruire. Donc là aussi, il y a des échos qui me sont apparus tout à fait intéressants. Mais donc, est-ce que ton Marx fictif, il a des petites tendances fouriéristes ? Oui, enfin, c'est ce qui est... Alors, d'abord, je le crédite de n'avoir jamais abandonné sa jeunesse et son goût, en tout cas, pour Fourier, ce qu'il a reconnu, etc. Et il y a beaucoup de traces, en fait, dans les écrits du vrai Marx, justement,
par exemple, les réflexions qu'il fait sur le travail attrayant, enfin toutes ces thématiques-là, ça sont des thématiques qu'il a découvertes chez Fourier, pour lequel il a une grande admiration. Mais bon, le vrai Marx, en même temps, c'est quelqu'un qui a, à plusieurs reprises, eu des mots extrêmement sévères pour les utopistes. C'est-à-dire des gens effectivement qui imaginaient, qui rêvaient de sociétés parfaites et à qui, dans Misère de la philosophie, c'est un texte qui est contre Proudhon, il dit au fond, ces gens cherchent dans leur cerveau des sociétés imaginaires au lieu de regarder ce qui se passe et d'en se faire l'organe. Voilà. Et toute la philosophie du vrai Marx, c'est une philosophie de la pratique et de regarder ce que les gens font, pourquoi ils luttent, etc. Mais justement, Mésanire Sénéca ne sont pas des gens qui inventent une autre société. Ce pas des gens qui planifient, justement, qui organisent, qui programment une Icarie comme Étienne Cabet ou des gens comme ça. Pas du tout ça. Ils vivent quelque chose et ils veulent défendre une façon de vivre, ils veulent défendre un mode de vie. Donc c'est très différent de la problématique fouriériste. C'est plutôt quelque chose qui est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est toutes les réflexions sur notre condition terrestre. C'est des thématiques aujourd'hui qui se développent beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire habiter la Terre ? Qu'est-ce que ça veut dire le rapport des humains aux non-humains? Toutes ces thématiques, vous les trouvez maintenant partout. Et ça renouvelle complètement la pensée radicale. Et mon Marx, en fait, il est très contemporain. C'est quelqu'un qui vit chez les Iroquois et qui se pose ces questions-là. Donc pas du tout la problématique du 19e siècle d'inventer, de projeter des sociétés parfaites avec des conceptions architecturales magnifiques, etc. Pas du tout. C'est se demander ce que c'est qu'habiter. Et donc, là, chez les Iroquois, il réapprend. D'abord, il désapprend beaucoup. Il réapprend. Donc, c'est au fond une expérience qu'il fait et que j'interroge à travers lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un occidental qui vivrait aujourd'hui parmi des Indiens, et qu'est-ce qu'il devrait accepter, à quoi il devrait consentir pour se changer lui-même? Parce que c'est facile de dire, bon voilà, on va avoir un autre rapport à la nature, etc. etc. Bon là, je le mets dans une situation où il est obligé de vivre autrement, donc de supporter des choses et d'accepter ou non des choses. Là, il est obligé de danser, obligé de manger avec les autres, avec d'autres manières de faire. Enfin, et donc, ça c'est aussi beaucoup de... C'est aussi l'élément parodique des ethnologues qui racontent ce qu'ils doivent faire, manger des insectes et tout. Enfin bon, voilà, il y a tout ce côté là. Mais comment on apprend à vivre autrement et jusqu'où ça va? Puisque justement après, quand il devient guerrier, le Marx il devient guerrier, se transforme physiquement, c'est vrai, et puis il entre dans une logique iroquoise, c'est-à-dire des formes d'action qui sont des formes de guerre. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne sais pas si vous connaissez Pierre Clastre, toutes ces thématiques justement autour de la guerre primitive, avec un certain romantisme. Et là, je fous mon Marx là au milieu de la guerre. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait comme Descola? Quand dans la société Achuard, son frère lui dit bon ben viens, on a une razzia à faire, il faut aller venger la mort d'un tel. Et là, mon Descola, il dit non, là non, là j'y vais pas, je m'arrête là. Bon, il veut bien accepter. Mais là, mon Marx, justement, c'est au-delà de Descola, quoi. Il y va, et il rentre dans des logiques de vengeance et tout ça. Donc voilà. Je sais pas quand Descola, s'il lit ce bouquin, il se reconnaîtra peut-être dans ses limites. Et ben justement, on va reprendre justement là-dessus, et ça t'étonnera pas que ce soit une historienne de l'Amérique du Nord qui te pose la question. C'est on a vu le point de départ de Morgan, mais comment est-ce que toi tu as travaillé, parce que dans cette
quête que Marx a sur la société iroquoise à partir des interrogations de Morgan, toi, tu as dû le faire évoluer dans cette société-là. Et donc, tu as dû... autant tu es un grand spécialiste et tu avais beaucoup lu sur Marx, donc j'aurais peut-être aussi des questions là-dessus sur comment tu as travaillé, mais sur ce continent qui t'était pas complètement connu, je pense, des Sénéca, des Iroquois, comment est-ce que tu as travaillé, avec quelles sources, et est-ce que parce que cette quête de Marx, c'est aussi une quête qui t'appartient, c'est-à-dire que en suivant Marx dans cette interrogation-là, c'est aussi quelque chose qui, je pense, t'a intéressé, et qu'est-ce que tu as trouvé? Oui, alors j'ai fait exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que on parlait du parallèle tout à l'heure, du changement, et effectivement, je me suis beaucoup documenté à partir de sources contemporaines, de l'immense littérature qu'il y a sur les Indiens d'Amérique et en particulier sur les Iroquois. Avec et j'ai suivi, j'ai enquêté, etc. Le truc que je me suis imposé, c'est de faire en sorte que mon Marx, quand il fait son enquête, il n'utilise que des sources qui lui étaient accessibles. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est-à-dire qu'il n'y a que des contemporains. C'est-à-dire que je me suis imposé cette contrainte, je pense tout à fait légitime dans le cadre du roman, que ce qu'il savait, c'était ce qu'on pouvait lire à son temps dans la bibliothèque, parce qu'il a beau être iroquois, etc., il reste un homme de science. Donc mon Marx, il va à la bibliothèque de Buffalo régulièrement pour se tenir au courant de la littérature ethnographique de son temps. Alors donc il l'exploite, il le dit, etc. Il se déguise à nouveau, il se met une perruque et tout, et il se remet en chercheur et en savant pour aller dans les bibliothèques. Et voilà, donc tout ce qui est cité, c'est ce qu'il avait à sa disposition. Et tous les éléments autour des Sénéca sont des éléments vérifiés. Et c'est un constant mélange entre une documentation que je pense assez solide et puis la part de l'imagination, quoi. Mais par exemple tous les épisodes sur l'orphelinat, alors ça résonne évidemment avec tout ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, tout ce qu'on découvre sur les crimes et en France aussi, et tout ça, toutes ces perversions des institutions religieuses, des missionnaires, donc tout ça est tout à fait documenté. Le personnage qui va mourir sous la main criminelle de Marx est un personnage qui a existé, et il méritait vraiment cette punition que je lui inflige. Vraiment, il méritait de mourir. Sous les coups de la plume assassine de Marx. Donc, tout ça était documenté. Non, mais honnêtement, il y a beaucoup de travail de documentation. La difficulté, ça a été d'éliminer, parce que justement, on ne se refait pas complètement, d'éliminer complètement cette documentation, de la rendre invisible, d'éliminer toute note de lecture, d'effacer tout ce qui avait pu me servir. Et c'est pas facile, parce qu'on est tellement habitué à donner ces sources très précises, etc., à multiplier les notes, etc. Mais ça a été une libération aussi. J'ai découvert le plaisir d'écrire sans être forcé de mettre des notes. Ça m'était pas arrivé, quoi. Je veux dire, c'est un bonheur, en fait. Voilà. Moi, il y a un aspect qui m'a aussi intéressé, c'est que donc il y a Marx évidemment, qui change de nom d'ailleurs, qui est central dans tout le roman, mais il y a quand même tout son entourage, tous ceux qui l'ont accompagné en fait dans sa vie. On a parlé d'Engels, mais il y a aussi sa vie familiale. Il y a le personnage d'une de ses filles, une des plus proches de Marx, qui a essayé d'ailleurs de défendre son héritage quand il était décédé, Éléonore Toucy. Et elle est aussi très présente, et j'ai l'impression que tu as quand même utilisé aussi ce personnage, sa présence, pour réinjecter aussi une réflexion féministe, en montrant aussi certaines tensions, contradictions du Marx historique et du Marx fictif que tu décris. Il y a par exemple le fait que Toucy découvre que Freddy
en fait, qui était déclaré comme le fils d'Engels. En fait, c'est un des fils illégitimes de Marx, et elle est très très mécontente là-dessus. Il y a ce personnage qui est à la fois touchant, qui est central, y compris dans l'histoire du mouvement ouvrier postérieur, puisqu'elle a fondé la Ligue socialiste, elle a été très active pour défendre pas seulement l'héritage intellectuel finalement, mais plutôt la construction du mouvement ouvrier britannique, et puis une existence assez dramatique, marquée par la maladie, la dépression, le suicide, et en fait ce personnage, je pense qu'il est intéressant en s'articulant au personnage de la compagne de Marx dans la communauté, White Wing, qui est un autre personnage féminin qui injecte aussi les contradictions du patriarcat, finalement, qui fait réfléchir Marx sur la place des femmes dans la communauté, et qui découvre en fait une autre manière de s'organiser, des relations sociales de genre, de sexe, où il y a une division très forte, mais où finalement les femmes aussi ont un pouvoir très important dans la communauté, dans l'organisation de la communauté iroquoise, où c'est les maris qui doivent venir dans le clan, et ils peuvent ensuite être expulsés du clan. Donc tout ça, ça déstabilise en fait le Marx eurocentrique, peut-être le Marx patriarcal, on pourrait dire ça comme ça. Donc est-ce que tu peux revenir un peu sur ce personnage, ou sous ces personnages féminins ? Oui. Je pense à la réflexion de ma femme qui m'a beaucoup aidé sur certains aspects du livre, et qui m'a dit je te croyais pas aussi féministe que ça. Parce que oui, comment je dois le prendre, mais justement avec toute l'ambiguïté dont elle est capable. Bon, mais c'est vrai que bon, d'une part, je me suis appuyé sur des faits réels, c'est-à-dire sur le fait que, en effet, Éléanore, ou Tucy, donc c'est son nom, son surnom. Tucy, c'est dire la bagarreuse, quoi, celle qui c'est le surnom parce que c'était vraiment une fille qui avait un sacré caractère, quoi. C'est la cadette de Marx. Donc le fait réel, c'est qu'elle est avec son compagnon, elle a fait une tournée aux États-Unis pendant plusieurs mois, et que cette tournée a été très importante pour le socialisme américain, puisque ils se sont partagés les rôles avec Aveling, dans les grands meetings qu'ils organisaient avec des dizaines de milliers de gens à New York, et puis plus à l'ouest. Aveling, lui, se consacrait à l'explication de ce que c'était que la pensée de l'exploitation, à la théorie de l'exploitation, etc. Et Tucy, elle intervenait sur le thème féminisme, syndicalisme et socialisme. C'est-à-dire qu'en fait, dans tout le développement, elle articulait les luttes immédiates et la perspective du socialisme, dans une forme extrêmement moderne de pensée. Tucy, c'est un personnage, honnêtement, qui est vraiment négligé dans l'histoire du socialisme et dans l'histoire du féminisme. À un point scandaleux. J'ai essayé d'essayer de convaincre des éditeurs de traduire la dernière biographie d'Éléanore. J'ai pas réussi. C'est un personnage vraiment étonnant, très contemporaine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, effectivement, a écrit des textes tout à fait remarquables sur le syndicalisme, qui était une vraie syndicaliste, qui a organisé la classe ouvrière, vraiment, de son temps, qui militait dans l'East End de Londres. Et c'est en même temps quelqu'un qui, donc, avait, tout un certain nombre d'articles sur le féminisme, etc. Et c'est quelqu'un de très attachant aussi, parce que elle décide à un moment de vivre, ce qu'elle dit, de vivre sa vie à elle. Elle en a absolument marre d'avoir vécu à l'ombre de son père, et elle décide donc d'en faire qu'à sa tête. Bon, son père a eu une attitude horrible en la forçant à rompre avec le génial historien de la commune, Lisségaré. Et donc,
D'ailleurs, elle n'en a fait qu'à sa tête, puisqu'elle a fui la famille, elle a été vivre l'amour avec Lisa Garay à Brighton pendant plusieurs mois, etc. Mais en tout cas, elle ne s'est pas mariée avec lui. Bon. Mais c'est quelqu'un qui a lutté vraiment pour son émancipation et avec comment dire, un goût très prononcé, plus qu'un goût, une passion pour la littérature et le théâtre en particulier. Elle est absolument fascinée par Shakespeare. Bon, ça, c'est vraiment sa famille. Marx a appris l'anglais en lisant les complete works de Shakespeare. Mais donc, c'est une femme de théâtre, vraiment. Et elle est fascinée aussi, comme tous les jeunes de son temps qu'elle fréquente, par Ibsen. Et elle joue Ibsen, et dans Ibsen, elle découvre quelque chose que son père, que le marxisme ne lui a pas appris, c'est-à-dire la libération des femmes, le refus de la féminité telle qu'elle est imposée par les conventions sociales. Et donc, elle joue Nora, etc. Elle est le personnage de Nora. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment qui a une vie tout à fait extraordinaire. Et effectivement, c'est aussi une militante qui participe avec William Morris à la fondation de la Ligue socialiste et qui partage beaucoup d'idées de William Morris. Donc, elle est déjà en décalage par rapport à son père. C'est un autre socialisme déjà et une autre façon d'envisager la révolution. C'est pour ça qu'elle est très contemporaine. Enfin elle est contemporaine. C'est quelqu'un qu'on aurait très bien vu faire mai 68, quoi. C'était vraiment ça, quoi. Et Marx, mon personnage, découvre à travers sa fille une autre façon d'envisager la révolution. Donc c'est pour ça que c'est un personnage très important dans le roman. J'ai voulu vraiment en faire un pôle, justement, où Marx, dans ce miroir avec sa fille, se découvre toutes les limites de sa propre pensée. Et en même temps, j'ai voulu faire en sorte que mon Marx, comment dire, soit vraiment marqué, en fait, par le désir de sa fille de s'émanciper. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un jeu sur les désirs. Le désir de s'émanciper de Marx, le désir de vivre une autre vie, c'est aussi le désir de sa fille. Et ça, j'ai voulu vraiment insister là-dessus. C'est-à-dire, bon, là, je reprends de façon un peu humoristique la phrase de Lacan, le désir de l'autre. Le désir, c'est le désir de l'autre. Et je dis, bon, voilà, le désir de Marx, c'était le désir de sa fille, en fait. Voilà, l'autre, c'était sa fille. Parce que lui, s'il cherche à s'émanciper, c'est parce qu'aussi sa fille est absolument ferme là-dessus. Elle ne renonce absolument pas à son désir et contre lui. Et ça le change. Voilà, c'était ça qui me paraissait important. Alors tous les voyages, par contre, sont vrais. Les voyages et le voyage d'Engels 2 ans plus tard est vrai aussi. Il va aussi en Amérique. Alors pourquoi il y va ? Justement, c'est là où je donne du crédit à mon histoire. C'est qu'en fait, Marx, Engels, il dit, non, on va surtout pas faire un truc militant, je veux faire du tourisme. Ouais, c'est bizarre quand même que Engels aille faire du tourisme du côté du Niagara, parce que les chutes du Niagara jouent un rôle important dans le... Hein, je ne vais pas tout spoiler, hein. Je vais pas spoiler, mais... Peut-être une dernière question avant d'ouvrir aux questions du public qui, je suis sûre, sont nombreuses à partir de cette discussion-là. Alors, oui, peut-être pour revenir, parce qu'il y avait donc le personnage de Thucydide et Léonore, mais il y a aussi donc White Wing, et donc ça me ramène finalement au Sénéca, parce que tu as bien dit, effectivement, il y a la manière dont Marx, en ethnologue, se renseigne avant, enfin, donc Tulloch, donc c'est son personnage d'ethnologue, se renseigne avant, va à la bibliothèque, etc. Puis il ressort ce personnage un peu épisodiquement dans le roman, mais aussi, comme on disait, il y a cette quête dans ce roman de cette enquête en fait sur ce mode de vie iroquois, dans ce qu'il en reste, et comment est-ce qu'il peut être inspirant pour changer de vie, c'est-à-dire pratiquement, mais aussi d'un point de vue
philosophique ou en tout cas ou politique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut retrouver des communs chez les Iroquois, et donc ça, j'imagine aussi que tu t'es pas seulement arrêté, comme tu dis, tu as beaucoup lu et donc tu as aussi beaucoup lu les anthropologues, mais comment est-ce que tu as trouvé toi ces communs ou ce mode de vie? Est-ce que du coup tu peux ça te prépare un nouveau livre finalement de continuation, et éventuellement si tu peux revenir sur White Wing aussi, et comment faire aussi, tu l'évoques dans le roman, pour éviter cet écueil de l'idéalisation de finalement ces Indiens ils mèneraient une vie idéale de communisme, etc. En fait, c'est très, très bien introduit dans les dialogues, par exemple. Mais voilà, qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que tu n'as pas trouvé, et qu'est-ce que tu en fais finalement de cette vie iroquoise que tu as étudiée? Bon, alors en fait, la vie iroquoise, elle est menacée. C'est-à-dire que je montre surtout pas la vie idéale. Bien sûr, non. Parce que c'est ça, ça aurait été vraiment très naïf de montrer un communisme primitif, etc. Au contraire, je montre des gens qui se battent avant tout contre la colonisation, la propriété privée et les droits souverains des États-Unis. C'est ça la problématique. Tu dis, je l'appelle Tulloch, c'est Tu-Locke, tu John Locke. Bon, il y a un jeu de mots autour de ça. C'est le Tulloch, il tue Locke, c'est-à-dire il tue la propriété, la philosophie de la propriété qui s'est imposée aux États-Unis. Et avec aussi la problématique du gouvernement civil, il y a toute une réflexion. Enfin bon. Je ne veux pas développer, mais sur la question de la souveraineté de la République, Sénéca et tout ça. Bon, je ne veux pas dégoûter les gens, ils vont se dire c'est un bouquin. Non, mais vraiment, ça se lit très bien. On dirait comme ça, mais ça permet justement par le dialogue et par les contradictions internes, en fait, d'approcher sur le mode de la disputatio, quoi. Il y a des allusions parfois au dialogue socratique. Enfin, ça a l'air sérieux comme ça, mais vraiment, c'est drôle, en fait. Oui, parce que alors bon, là c'est l'autre aspect de la chose. Je me suis dit bon, aujourd'hui, qu'est-ce que serait un livre qui serait un livre d'aventure pure, Tintin en Amérique, oui, quelque chose comme ça, mais qui serait aussi une aventure intellectuelle, une fiction philosophique. C'est-à-dire, moi, j'étais le premier bouquin que j'ai fait, c'était sur Jeremy Bentham, et il avait pour sous-titre Le pouvoir des fictions, parce que Bentham, c'était un horrible individu, par ailleurs, mais en fait, il a une théorie des fictions que Lacan a mis vraiment très, très haut, etc. Bon. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que c'est que le pouvoir des fictions, justement. Et donc là, il s'agit vraiment de se dire, la fiction, elle permet, comme c'était le cas, par exemple, au XVIIIe siècle, de mettre en scène, de scénariser, comme on dirait aujourd'hui, finalement, des débats philosophiques. Parce qu'il y a toute une tradition aussi, bon, très, 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 très classique au XVIIIe, je veux dire, mais qui évoque aussi les dialogues de Platon, parce que c'est ça. À un moment donné, je parodie les dialogues de Platon. Enfin, il y a vraiment un jeu autour de ça, avec faire parler les Sénéca comme des Athéniens. Bon, c'était assez drôle. Enfin, j'ai trouvé ça drôle, personnellement. Bon, je sais pas si le lecteur s'est amusé, mais enfin, vous s'amuse, mais bon, des fois, ça fait quand même bon. Alors bon, voilà, c'est des dialogues, c'est des façons de mettre en scène, voilà, des idées. C'est pas un roman d'idées, si on peut dire, mais les idées sont présentes et la question de la philosophie est posée, c'est-à-dire est-ce qu'on peut parler de philosophie sous le mode de la fiction. Voilà. C'est aussi ça un des enjeux du bouquin. Il y a aussi un autre enjeu, c'est la littérature. C'est-à-dire que tous les personnages, et le vrai Marx était vraiment imprégné de littérature, ses références à la littérature étaient omniprésentes, et là, il y a quelque chose qui a rapport avec la politique de la littérature. C'est-à-dire, dans quelle mesure la littérature est-elle complice de la colonisation? Et Fenimore Cooper, par exemple, c'est l'une de mes grandes cibles. Enfin, voilà, c'était problématique parce que le vrai Marx, il a fait lire à toute sa famille Fenimore Cooper. Et je pense que sa complicité, si je puis dire, sa connivence ou sa tolérance à la colonisation n'est pas complètement étrangère au fait qu'il n'ait pas vu
que Fenimore Cooper était quand même justement un Lockéen, un type qui participait de l'imaginaire de Locke. Donc j'essaie de corriger ça et de faire revenir Marx sur sur cette tolérance-là. Hein. Donc il y a vraiment aussi un combat anticolonialiste, enfin, dans le bouquin, quoi. On va peut-être passer aux questions, s'il y a des questions dans la salle. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour déjà la discussion, merci beaucoup pour votre livre que je vais m'empresser d'acheter et de lire, parce que vous m'avez donné envie. Donc j'ai deux petites questions. La première, concernant l'idée que l'on retrouve dans la littérature, enfin dans la correspondance de Marx, de régénérer la vie communautaire, disons, soviétique ou russe plutôt, et qu'elle fasse pleinement partie du socialisme. Est-ce que ça pose les bases du développement inégal et combiné développé par Trotsky plus tard, ou ça n'a rien à voir? Et deuxièmement, je crois comprendre du coup que votre Marx, ce que vous appelez mon Marx, se constitue contre la doctrine de Marx en quelque sorte, mais le fait justement qu'il change totalement de philosophie ne vient pas du fait qu'il change de société, qui a un autre mode de production et donc qui produit peut-être une autre philosophie. Est-ce que finalement, le fait que Marx change d'avis, ce n'est pas donner raison à Marx? Voilà. Ou en tout cas, la doctrine. Oui, on va prendre plusieurs questions, comme ça je pourrais réfléchir à Trotsky, au rapport de Trotsky et de mon Marx. C'est pas évident. Oui. Non, c'est marrant que vous me posiez la question sur Trotsky, parce que j'ai commencé ma carrière politique, si je puis dire, dans le cadre de la problématique de la révolution permanente de Trotsky. Bon, donc j'ai longtemps défendu ce genre de choses. Non, je crois que c'est ce qu'on n'a pas vu du tout. C'était pas du tout le développement inégal et combiné dans une problématique qui restait complètement celle de du fil de l'histoire, si je puis dire. Bon, que les pays ne se développent pas au même rythme, etc., n'empêche pas que, effectivement, on puisse faire la révolution dans les maillons faibles, etc., ce qui permettait de penser la révolution en Russie, qui était, parce que, de toute façon, il y avait une interpénétration économique des pays. Bon, c'était ça un peu l'idée. Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Trotskiste, c'est pas mon roman n'est plus trotskiste. Enfin, si j'avais écrit il y a 50 ans, ça aurait peut-être été un roman trotskiste. Non, mais là, c'est plus du tout ça. Non, c'est plutôt les phrases de Marx qui sont un pas de côté, complètement un pas de côté par rapport à cette idée même du développement. C'est vraiment, il faut comprendre que quand Marx répond à Vera Zasulich que, au fond, il y a un possible dans la régénération des formes archaïques, c'est pas du tout dans cette vision strictement linéaire comme ça. C'est une autre pensée, vraiment. Voilà ce que j'appelle vraiment le pas de côté qui est aujourd'hui fait par de multiples penseurs, soit des écologistes, des écosocialistes, etc. Eux, ils accomplissent aujourd'hui cette révolution de pensée qui était déjà, c'est ça que je soutiens en fait dans le livre, qui était déjà en germe chez Marx. Hein, et ce qui est aujourd'hui redécouvert. Voilà, donc c'est plus du tout la question même de la succession des modes de production, c'est plus du tout ce cadre de pensée. Et juste, donc je me permets de prendre la parole. Parce que peut-être ce qui définit bien aussi le roman, c'est que en fait, on suit Marx et on suit sa transformation. En fait. Et finalement, c'est un roman qui est profondément positif, au sens où on voit c'est une sorte de libération du personnage, de toute une partie de ce qui pesait sur lui. Par exemple, au tout début du roman, enfin, page 84, il dit il arrive chez les Sénécas, il a peur d'arriver dans un monde qui est fini. Parce qu'effectivement, il n'y a pas une image complètement romantique de là où il arrive. C'est une communauté qui est sous la pression de l'autre société, sous la pression de la guerre, sous la pression y compris des divisions qu'il y a au sein des Iroquois. Donc, ce n'est pas du tout une société qui serait un communisme parfait, etc. Et donc, il a la peur d'arriver face à une ruine.
Et en même temps, il se dit la révolution ne peut être mélancolique, mais sa révolution à lui, c'est de se réinventer lui-même. Et c'est ça qui est intéressant. Et je vais juste lire un passage. Peut-être que je pense que ça peut donner une idée du roman. Donc c'est Marx qui y réfléchit. Enfin, c'est Marx Tulloch, c'est le Marx indien aussi. Il dit « La difficulté de se faire indien, comme il disait, n'était pas de tenir un discours conforme à leurs souhaits. Il y arrivait assez bien, donc Marx. La difficulté, donc, c'était de parvenir à éprouver ce que ses sœurs et ses frères appelaient sens de la terre, ou amour de la terre, lesquels n'étaient pas seulement faits de respect pour toutes les formes du vivant et du non-vivant, mais se traduisaient par une sorte de vibration physique, ressentie par tout le corps, quand ils s'asseyaient, quand ils se couchaient, quand ils entendaient chanter les oiseaux ou crier les animaux sauvages. Ses amis lui avaient appris à marcher pieds nus sur la terre qu'ils aimaient, ils lui avaient donné l'exemple du calme contemplatif, eux qui pouvaient rester des heures à regarder un paysage d'aurore, un coucher de soleil ou la pleine lune, à écouter le vent dans les arbres ou la chouette ululer. Vous voyez, c'est ce Marx-là en fait qui se transforme tout au long du roman, et c'est pas forcément le Marx qu'on peut penser nous, disons depuis la connaissance qu'on en a livresque ou du Capital ou du Marx qu'on connaît historique. Donc c'est ça qui est intéressant de voir cette transformation individuelle qui est aussi une histoire collective en même temps. Oui, c'est une déconstruction, tu as utilisé le terme, je le déconstruis physiquement. C'est sûr, peu à peu, il abandonne la barbe, il se rase la tête, il maigrit considérablement, donc il se déconstruit physiquement, mais il découvre autre chose. Enfin, il découvre sa condition terrestre, justement. Il découvre vraiment, même physiquement, des choses. Bon, il faut dire que, pour comprendre quand même, parce que la première étape, c'est qu'il est un observateur, un ethnologue, donc avec tous les travers de l'ethnologue, qui regarde avec un peu de distance, comme ça. Et puis, justement, il va de plus en plus loin jusqu'à être adopté comme Morgan l'a été. Donc, il est adopté par les Iroquois. Il se marie avec une Iroquoise, donc il vit une toute autre vie, comme tu l'as dit, une toute autre vie avec sa nouvelle épouse. Et puis, il a un beau-fils, etc. Bon, voilà. Ouais. D'autres questions ? Merci. Moi, j'ai une question très simple. Donc, c'est au départ, tu as dû t'asseoir pour penser le roman. Et à quel moment tu t'es dit ça va être les Iroquois, ou est-ce qu'il a fallu lire d'abord sur tous les peuples d'Amérique pour choisir celui-ci? Parce que quand on pense Iroquois, on pense tout de suite à Voltaire aussi et à l'ingénu. Donc il y a ce côté-là aussi. Bon, voilà, c'est ma question. Non, mais moi, les Iroquois, c'est parce que précisément, je sais que Marx a lu Morgan et qu'il a consacré en particulier donc des centaines de pages de notes à cet ouvrage. Et donc c'était très important. Et la phrase qu'il a recopiée de Morgan, adressée à une populiste russe, c'était quand même un truc énorme. C'est un truc énorme quand même qui fait là, et qui méritait vraiment qu'on s'interroge sur les rapports entre Marx et Morgan. En plus, ça me permettait aussi d'utiliser toute une littérature qui existe, c'est-à-dire des missionnaires, des jésuites. Je me sers avec beaucoup d'ironie de la façon dont les jésuites ont pris contact avec les différentes sortes d'Iroquois. Ça me permettait aussi de le faire voyager au Canada, c'est-à-dire d'inclure aussi le Canada dans toute l'affaire, dans toute la région des Grands Lacs, donc là où il y a une partie très méchante avec les jésuites, qui le méritent bien. Oui, elle est très savoureuse. Elle est un peu, je sais pas comment dire. Bon, elle n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il y a des, voilà, ça va. C'est aujourd'hui. C'est imagé, voilà, exactement. Donc, il y a tout ça, et puis il y a quelque chose aussi important, c'est l'importance des 6 nations, quand même, et de ce qu'on connaît de la démocratie iroquoise. Et là-dessus, ça n'a pas échappé, par exemple, à David Graeber. Je veux dire, parce que c'est aussi lui qui a utilisé ça dans ses écrits, quoi. C'était important aussi d'évoquer, de convoquer les Canadiens qui ont écrit des belles choses sur les Mohawks.
Bon, ben, merci à toutes et tous. Lisez, achetez ce bouquin. Et donc aussi, vous avez les programmes de la Fête des Amériques qui continuent, et notamment demain à la même heure, ici à Ombre Blanche. Il s'agissait à l'instant d'une rencontre avec Christian Laval autour de la publication de son livre chez Champvallon, intitulé « Marx en Amérique », enregistré jeudi 20 mars 2025 dans le cadre de la 11e rencontre America et de la Fête des Amériques à Toulouse, organisée par l'IPEAT. Christian Laval a notamment écrit avec Pierre Dardot « Marx, prénom Karl », paru en 2012 chez Gallimard, Ce cauchemar qui n'en finit pas, comment le néolibéralisme défait la démocratie, en 2016, et Dominé, enquête sur la souveraineté de l'État en Occident en 2020, tous deux publiés aux éditions La Découverte. Réalisation et mise en onde, Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Věřím, máme ve všem, nemusím se bát. Jenže by vaše srdce mohlo snad chřadnout a časem utrápit se zcela. Miláčku drahý, když nemáš tak rád, můžeš mě třeba 100 let objímat. Miláčku drahý, když nemáš tak rád, můžeš mě